Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Les accidents du travail provoqués lors des utilisations de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté proviennent d'une méconnaissance des règles d'utilisation des chariots, d'une méconnaissance des règles de conduite des chariots sur la voie publique, d'une défaillance du matériel, des conditions de travail qui présentent des dangers, des équipements de protection individuelle non utilisés, du comportement humain, je sais, mais je ne sais pas, du non-respect des règles et procédures. Cette formation a pour objectif la sauvegarde des personnes et des biens, à la compétence des intervenants et aux matières d'utilisation des chariots. La formation de conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté est établie pour assurer la sécurité de toutes les personnes, non nécessairement titulaires du permis de conduire, utilisant les chariots, ainsi que celle des personnes se trouvant dans leur environnement proche au moment des manœuvres. La recommandation R489 donne les règles de prévention et de protection pour réaliser en toute sécurité les manœuvres liées à l'utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. La recommandation R489 doit être prise comme référence pour les chariots de connaissance et de savoir-faire. Pour la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteur à conducteur porté, à compter du 1er janvier 2020, la recommandation antérieure R389 relative à la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteur à conducteur porté reste applicable jusqu'au 31 décembre 2019. Pour conduire un chariot automoteur, les personnes d'au moins 15 ans doivent être titulaires de l'autorisation de conduite après formation adéquate. En application de l'article R4153-51 et dérogation individuelle permanente, le permis de conduire est obligatoire pour la conduite des chariots dont la vitesse excède 25 km/h. Le graphique ci-dessous présente une synthèse de l'évolution des accidents du travail, AT, entre 2007 et 2017, tous secteurs d'activité confondus. Sur la droite, en complément, un tableau répertorie les incapacités permanentes de travail, les IP, les incapacités temporaires de travail, les IT, ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 24 heures, ainsi que les décès provoqués par un accident du travail. Ces graphiques répertoriant les accidents du travail, les incapacités permanentes du travail et les décès. Réglementation du travail, article R4323-55, créé par décret numéro 2008-244 du 7 mars 2008, article 4. Le conducteur des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservé aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complémentée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Formation, autorisation de conduite. L'article R4323-56, créé par décret numéro 2016-1908 du 27 décembre 2016, l'article 9, le conducteur de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet est subordonné à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des gens du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé réalisé par le médecin du travail. Article R4323-57, créé par décret numéro 2008-204 du 7 mars 2008. Des arrêts des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminant
Les conditions de la formation exigée de l'article R4323-55, les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessaire d'être titulaire d'une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer en toute sécurité la fonction de conducteur d'un équipement de travail, la date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. Décret numéro 2015-172 du 13 février 2015, relatif au socle des connaissances et des compétences professionnelles. L'autorisation de conduite est établie et délivrée aux travailleurs par le chef d'établissement. Sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier, elle est destinée à établir que le travailleur dispose d'une aptitude et d'une capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée. Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, article 3. Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants. 1. Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail. 2. Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité du chariot concerné. 3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. À tout moment, l'employeur peut retirer l'autorisation de conduite. Obligation du chef d'établissement. L'article L4121-1, modifié par ordonnance numéro 2017-1389 du 22 septembre 2017, article 2, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Article R4321-4, créé par décret numéro 2008-244 du 7 mars 2008, article 4. L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque les caractères particulièrement insalubres ou salissants des travaux l'exigent, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. Droit d'alerte et le droit de retrait du salarié. Article L4131-1. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et éminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qu'il a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une situation de travail ou persister à un danger grave et éminent, résultat notamment d'une défectuosité du système de protection. Atteinte involontaire à l'intégrité et à la vie de la personne. Article 222-19, modifié par la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011, article 185. Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Article 221-6, modifié par la loi numéro 211-525 du 17 mai 2011, article 185. Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire, puni à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, impose la loi ou le règlement. Les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Code de la route. Conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté de plus de 25 km/h. Article R 221-4 et article 221-20. Le conducteur de chariot automoteur de manutention à conducteur porté, dont la vitesse excède 25 km/h, est contraint au respect des règles du code de la route. En complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur, il est recommandé aux employeurs dont le personnel est assujetti au régime général de la sécurité sociale et qui utilisent à titre permanent ou occasionnel des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, de réaliser un contrôle des connaissances et de savoir-faire des utilisateurs afin d'assurer la sécurité. Les équipements visés par cette recommandation sont les chariots automoteurs à conducteur porté. Le CACES est un bon moyen de s'assurer des connaissances et des savoir-faire du conducteur, préalablement à la délivrance de l'autorisation de conduite. Le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le CACES, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté mentionne 1. Le passage d'un test tant théorique que pratique, une validité de 5 ans, la catégorie du chariot pour laquelle le test a été réalisé. Le service de prévention de la CARSAT. Il préconise toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents et des maladies professionnelles. Le CSE. Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Le centre de formation. Il forme les personnes et donne un avis sur l'éventuelle habilitation du salarié à son employeur. Le service de santé au travail. Il veille à la santé des salariés pour la préserver des nuisances et notamment des risques liés à l'utilisation de produits dangereux. Il fait partie aussi des réunions du CSE. L'organisme de contrôle technique. Il réalise les vérifications générales périodiques. L'agent de contrôle de l'inspection du travail. Il contrôle l'application de la législation du travail dans l'entreprise. L'INRS, il apporte son expertise à la CARSAT et ainsi qu'aux entreprises. L'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Il s'occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise, dans le secteur privé. Le SST. Il apporte les premiers secours aux personnes en cas d'urgence. Il a également un rôle de prévention. Il repère les situations à risque. Les différents acteurs de l'entreprise et leurs obligations. Les constructeurs doivent répondre à ce que son matériel réponde aux directives européennes en matière de conception, règles techniques, conformité, marquage sur les appareils concernés. Le loueur doit fournir à l'employeur les documents attestant de la conformité et du bon fonctionnement des appareils loués. L'employeur doit veiller à la sécurité de ses employés, vérifier du bon fonctionnement des appareils, former son personnel, délivrer l'autorisation de conduite, informer à son personnel des règles de conduite à suivre, s'assurer que le conducteur est apte conformément à la recommandation R489. Le chef de l'entrepôt doit coordonner et assurer de la sécurité de ses équipements. Le conducteur de chariot doit respecter les règles de sécurité, porter ses EPI, avoir l'autorisation de conduite délivrée par son employeur. Il est responsable de la zone d'évolution et de son chariot.
La démarche globale de prévention dépend du chef d'établissement. Il est chargé de la sécurité de son personnel et doit mettre en place une politique de prévention. Voici les 9 principes généraux de prévention. Éviter les risques. Évaluer les risques qui ne pouvant être évités. Combattre les risques à la source. Adapter le travail à l'homme. Tenir compte de l'évolution de la technique. Remplacer ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas ou l'est moins. Planifier la prévention. Donner la priorité aux mesures de protection collective. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Voici une image reflétant les différents niveaux de prévention. On voit le risque important, on voit le risque limité et nous voyons le risque évité. L'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool pur contenue dans 1 litre de sang. Le taux d'alcoolémie varie en fonction du poids, du sexe et des caractéristiques individuelles du consommateur. L'infraction est constatée pour un taux supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour tous les titulaires d'un permis probatoire, la limite d'alcool autorisée est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0 verre d'alcool consommé, depuis le 1er juillet 2015. Les effets de l'alcool. Ils sont ressentis à partir de 0,3 g de litre de sang. Euphorie ou endormissement, augmentation du temps de réaction, baisse de la vigilance, trouble de la perception visuelle, des mouvements et puis de l'équilibre. La diffusion de l'alcool. L'alcoolémie est à son maximum 1 heure après absorption ou au cours d'un repas et un quart d'heure après si le consommateur était à jeun. Les sanctions liées à la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool. Au-delà du taux autorisé, le conducteur sera sanctionné en fonction de la gravité de l'alcoolémie ou de ses conséquences. Entre 0,5 et 0,79 g par litre de sang, il y a contravention. Les sanctions: amende 750 € maximum, retrait de 6 points sur le permis, suspension du permis, effet sur les garanties d'assurance. Au-delà de 0,8 g de litre de sang, c'est un délit. Les sanctions: amende 4 500 € maximum, prison 2 ans, 4 ans en cas d'homicide, retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, effet sur les garanties d'assurance, peine complémentaire, travaux d'intérêt généraux. La conduite après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est interdite, quelle que soit la quantité absorbée. Les sanctions liées à la conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants est de 2 ans de prison, 4 500 € d'amende, retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, peine d'intérêt général, peine de jours d'amende, interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de 5 ans maximum, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et ou un stage de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants. Les effets des stupéfiants. Une perception déformée, champ de vision rétréci, instabilité de l'image, mauvaise appréciation des distances et des vitesses, difficulté de reconnaissance des objets, troubles du comportement, surexcitation, agressivité ou désintérêt, hallucination, des décisions incohérentes.
euphorie, qui peuvent entraîner un sentiment d'invincibilité, notion du temps, de l'espace décalé, analyse erronée des situations, décision inadaptée, prise de risque fréquente. La vitesse de l'élimination des stupéfiants varie entre 2 et 7 heures pour le cannabis, mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures. Certains médicaments pouvant entraîner des altérations du comportement au même titre que l'alcool et les drogues. En général, ces indications sont spécifiées sur le mode d'emploi des médicaments par des pictogrammes. Le premier niveau, soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. Le niveau 2, soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de la santé. Niveau 3, attention danger, pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. L'employeur peut réglementer la consommation des substances dans l'entreprise, voire l'interdire complètement. Le droit du travail peut le conduire à licencier un salarié en état d'ébriété dès lors que celui-ci présente un danger pour lui-même ou pour son environnement. Voici les numéros à connaître en cas d'urgence. Le 112, numéro d'appel d'urgence européen. Le 15, le service d'aide médicale urgent. Le 17, police secours. Le 18, les sapeurs-pompiers. Le 114, numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Le droit d'alerte et de retrait du conducteur de chariot à conducteur porté. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et éminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et éminent, résultat notamment d'une défectuosité du système de protection. Pour les obligations du conducteur de chariot, il y a la capacité physique. Le conducteur doit être en bonne santé et ne doit pas avoir consommé de substances pouvant altérer ses capacités physiques. Les qualités requises. La conscience, la vigilance, le sérieux, la prudence, le calme, la précision, le soin, la sobriété, le respect, l'entourage, les règles, les consignes, la maîtrise, l'évaluation des charges et des distances, la coordination de ses mouvements, les défauts à éviter, l'inconscience, la distraction, l'étourderie, la violence, la nervosité, la prise des risques, le manque de maîtrise du chariot, le non-respect des règles et de l'entourage. Les responsabilités du conducteur de chariot. Le conducteur de chariot est responsable du matériel, du chargement, de la sécurité, de la sienne et celle d'autrui. Juridiquement, en cas d'accident corporel. En cas de faute, il sera jugé par un tribunal de police ou de correctionnel, en fonction de la gravité des faits. Dans les cas les plus graves, faute lourde avérée et dommages corporels, il sera condamné à une amende et à une peine de prison. Voici un rappel de quelques consignes de sécurité. Repérer les risques sur le trajet à parcourir et pendant les opérations à effectuer. Vérifier l'adéquation du chariot avec son utilisation. Se renseigner sur la zone d'évolution, sol, résistance. Essayer les commandes avant, après, tester l'arrêt d'urgence. Ne pas surcharger le chariot.
Interdire l'élévation et le transport de personnes. Interdire l'utilisation aux personnes non autorisées. Être attentif aux dangers de la zone d'évolution. Respecter la signalisation. Faire attention à l'environnement électrique. Éviter les contacts avec les obstacles fixes ou mobiles. S'assurer des contrôles quotidiens et périodiques. Charger ou décharger le chariot en tenant compte du centre de gravité. Ne pas laisser ses mains sur les parties mobiles lorsque celles-ci sont en mouvement. Ne pas se laisser distraire par le téléphone mobile ou diffuser de la musique. Description des chariots élévateurs. Transpalette à conducteur porté. Catégorie 1A. Préparateur de commande sans élévation du poste de conduite. Hauteur de levée inférieure à 1,20 m. Gerbeur à conducteur porté. Catégorie 1B. Hauteur de levée supérieure à 1,20 m. Catégorie 2A. Chariot à plateau porteur. Capacité de charge inférieure à 2 tonnes. Catégorie 2B. Chariot tracteur industriel d'une capacité de traction inférieure à 25 tonnes. Catégorie 3. Chariot élévateur frontaux à porte-à-faux. Capacité nominale inférieure ou égale à 6 tonnes. Catégorie 4. Chariot élévateur frontaux à porte-à-faux. Capacité nominale supérieure à 6 tonnes. Catégorie 5. Chariot élévateur à mât rétractable. Chariot bi- et tridirectionnel à prise latérale. À poste de conduite non élevable. Nécessite une formation complémentaire. Toutes les catégories de chariots peuvent faire l'objet d'une formation complémentaire. Catégorie 6. Chariot élévateur à poste de conduite élevable. Hauteur de plancher supérieure à 1,20 m. Catégorie 7. Conduite hors production des chariots de toutes les catégories. Déplacement, chargement et déchargement sur apporte-engin, transfert des chariots de catégorie 1 à 6 sans activité de production, pour la maintenance, pour les démonstrations ou pour les essais. Description d'un chariot de catégorie 4. Nous retrouvons sur le schéma l'éclairage, le protège-conducteur, le siège réglable, les poignées d'accès, la ceinture de sécurité, le compartiment moteur, le contrepoids, le châssis, les roues directrices, les roues motrices, le talon de fourche, les fourches, le tablier de fourche, le tableau de bord, levier à commande hydraulique, volant de direction avec boule, les chaînes et puis le mât. Description d'un chariot de catégorie 3. Nous allons retrouver des témoins lumineux, des indicateurs d'énergie, le niveau de batterie, le niveau de gasoil, le nombre d'heures d'utilisation sur le ramètre. Nous allons retrouver le volant de direction avec sa boule, l'avertisseur sonore, le frein de parc, le levier de commande de levage, le levier de commande d'inclinaison, les clés de contact, l'arrêt d'urgence, levier de commande avant-arrière, levier de commande d'équipement supplémentaire, un mode d'emploi des commandes que nous retrouvons sur les pictogrammes. Lors de la prise de poste, une fois le chariot en marche, il ne doit rester aucun voyant allumé, excepté l'indicateur de charge de la batterie
sur les chariots électriques. Voici un exemple de témoin lumineux que vous allez retrouver sur les tableaux de bord. Marche arrêt, phare, température d'eau, pression d'huile moteur, niveau d'huile moteur, frein, gyrophare, niveau d'huile transmission, avertisseur sonore, auramètre, niveau de carburant, puis la batterie. Voici différents équipements de manutention fixes ou mobiles. Le tablier de fourche, les rallonges de fourche, l'éperon, le tablier à déplacement latéral, la benne à déchets, la pince à serrage latéral, le positionneur latéral, le pantographe, la potence et le dosseret d'appui. Les modifications d'équipement de levage, exemple pose d'un éperon en catégorie 3, nécessitera un complément de formation. La force du système hydraulique est basée sur une différence de pression entre deux zones. Cet écart permet alors d'actionner une section de l'équipement et créer un mouvement. Ces liquides sont propulsés dans le système grâce à la pompe et dirigés selon l'action désirée. Les différents modes de propulsion des chariots. Un coupleur hydraulique est un dispositif d'accouplement progressif entre deux arbres tournants coaxiaux mettant en œuvre la variation d'énergie cinétique d'un liquide circulant entre sa partie manette et sa partie menée sans lien ni contact solide. Une transmission hydrostatique est une transmission automatique qui utilise un fluide sous pression pour transmettre la puissance du moteur thermique ou électrique aux roues du véhicule. La transmission hydrostatique remplit à la fois les fonctions d'embrayage et de boîte de vitesse. Prise de poste. Avant de commencer les travaux, le conducteur de chariot doit consulter les documents. Manuel d'utilisation en français, certificat de conformité européen, rapport de vérification générale périodique, vérifier la date de validité et d'obtention, carnet de maintenance, faire une vérification visuelle du niveau de l'électrolyte, des batteries, pour les chariots électriques, le niveau de carburant pour les chariots thermiques, l'huile moteur, le liquide de refroidissement, le graissage, du niveau d'huile hydraulique et des liquides de frein, de l'absence de fuite sous le chariot, de l'état et la pression des pneumatiques, de l'état et graissage des vérins, chaînes, flexibles, mâts, châssis, des éléments d'articulation, de l'état des fourches, écartement et verrouillage, du réglage du siège, des rétroviseurs et des ceintures de sécurité, de la propreté des bornes de batterie. Effectuer des essais, du bon fonctionnement de freinage, des commandes d'arrêt d'urgence, de la signalisation sonore, de l'éclairage, de l'état de fonctionnement des équipements du tableau de bord, du point mort et du frein à main. Fin de poste. À la fin des travaux, le conducteur du chariot doit mettre le chariot en position de sécurité, sécuriser le stationnement, compléter le niveau de carburant ou mettre les batteries en charge, tirer le frein à main et mettre au point mort, enlever les clés du contact ou le dispositif équivalent, rendre compte après utilisation s'il y a d'éventuels problèmes. La stabilité des chariots. La surface d'appui est délimitée par les roues. L'équilibre et le centre de gravité, G, est le centre de gravité. C'est le point d'équilibre de l'ensemble charge-chariot. Il doit toujours se trouver dans la surface d'appui, à l'intérieur du triangle de stabilité.
sous peine de basculement. G sera différent suivant la charge du chariot. La plaque de charge. Chaque chariot possède une plaque de charge sur laquelle sont mentionnés la distance D en millimètres, distance comprise entre le centre de gravité de la charge et le talon de la fourche, la charge nominale en kilos, charge que peut lever un chariot avec le mât vertical à une hauteur et une distance D normalisée, la charge effective, charge que peut soulever un chariot avec le mât vertical en fonction de la hauteur de levée, la distance D et de l'équipement sans perdre sa stabilité. Les obstacles à la stabilité du chariot ou de la charge. Attention à la stabilité du terrain et aux différents obstacles qui peuvent gêner ou rendre dangereuse la manœuvre. Le sol instable, une pente, obstacles divers, la vitesse excessive. Il peut y avoir aussi une charge mal répartie, une mauvaise visibilité, une surcharge haute, un freinage brusque. Pour monter dans le chariot ou en descendre, le cariste doit assurer ses points d'appui en utilisant les poignées et les marchepieds du chariot. Voici quelques règles de conduite et consignes de sécurité à respecter lors de la circulation en entreprise sur la voie publique. L'utilisation du chariot doit être en adéquation avec le travail à effectuer. Vérifier l'environnement, sol, plan de circulation, avant la prise de poste, et prendre connaissance des charges à transporter. Le conducteur du chariot doit respecter les indications, obligations, interdictions. En circulation avec une charge, on doit toujours monter une pente en marche avant et la descendre en marche arrière pour éviter éventuellement de perdre notre chargement lors d'un freinage brusque. En circulation, regardez derrière avant de circuler et attirez l'attention s'il y a un risque. Circulation sans visibilité, roulez en marche arrière ou faites-vous guider si le chargement empêche la visibilité. Pour les zones d'évolution des chariots en entreprise, le plan de circulation doit être établi et affiché dans toutes les entreprises utilisant des chariots. Le plan de circulation précise la zone de circulation des piétons et celle des chariots, leurs priorités et leurs règles de circulation. Signalisation de toute zone présentant un risque doit être signalée par des panneaux routiers. Pour les passages en hauteur, ils doivent être signalés à l'aide de gabarits ou d'autres dispositifs lumineux ou sonores. Largeur des voies. Elle doit être suffisante pour permettre les manœuvres des chariots. Il faut respecter les distances de sécurité entre vous et un autre chariot. Entre deux chariots qui se précèdent, il faut maintenir un espace de 3 chariots. En cas de chargement lourd, augmentez vos distances de freinage. Concernant la signalisation, respectez les panneaux de signalisation. Vitesse, danger, etc. Circulez à allure modérée. Respectez les limitations de vitesse. Concernant les passages de porte, arrêtez-vous, avertissez, klaxonnez, vérifiez la largeur, la hauteur, passez à une vitesse modérée. Concernant la circulation sur les voies publiques, demandez l'autorisation. Protégez les fourches. Utilisez un chariot aux normes. Vérifiez les fonctionnements des équipements de sécurité. Concernant les chargements d'un camion, utilisez un chariot à main levée libre totale.
Ne passez jamais sur un haillon élévateur. Chargement de wagon. Ouvrez uniquement la porte donnant sur le quai. Les erreurs à ne pas faire ou les dangers à éviter. Transport de charge. Évitez les départs et les arrêts brusques. Stabilisez la charge avant de démarrer. En circulation, avec une charge, ne placez pas la charge en hauteur. Dans les virages, ne freinez pas dans les courbes et ne tournez pas brusquement. Concernant le contrepoids, n'augmentez pas la valeur du contrepoids. Les fourches, ne les utilisez pas comme échafaudage. Il est strictement interdit de monter une personne dessus. Évitez de circuler sur un sol glissant. Et attention, prévoyez toujours une plus grande distance de freinage sur un sol glissant. Contournez les lignes électriques suffisamment à l'avance. Concernant le dépannage, ne poussez pas les autres chariots en panne. Les techniques d'utilisation et de stockage. Prise d'une charge au sol. Arrêtez-vous à 30 cm devant la charge. Immobilisez le chariot. Abaissez les fourches face à l'entrée de la palette. Avancez doucement jusqu'à la butée de la charge au talon des fourches. Si les fourches dépassent, reculez, déposez, avancez à nouveau et engagez à fond les fourches. Immobilisez le chariot et levez les fourches à 15 cm du sol. Inclinez le mât en arrière. Regardez en arrière et circulez lentement, si nécessaire, avertissez. Avancez en marche arrière, avant, à vitesse modérée. Concernant le gerbage en pile, prenez la charge et levez-la à 15 cm du sol. Inclinez le mât vers l'arrière. Immobilisez le chariot devant la pile. Élevez la charge, le talon de fourche plus haut que la pile. Avancez lentement et immobilisez le chariot. Déposez la charge en mettant le mât vertical. Dégerbage en pile. Maintenez le mât vertical et insérez les fourches. Soulevez et inclinez le mât. Regardez en arrière et reculez. Puis, descendre la charge à 15 cm du sol. Gerbage en paletier. Prenez la charge et levez-la à 15 cm. Inclinez le mât vers l'arrière. Immobilisez le chariot devant le paletier. Élevez la charge en contrôlant son horizontalité. Avancez lentement en contrôlant l'insertion de la charge. Déposez la charge en maintenant le mât vertical. Dégerbage en paletier. Maintenez le mât vertical, puis insérez les fourches. Soulevez la charge, regardez derrière vous, puis reculez. Inclinez le mât vers l'arrière. Descendez la charge à 15 cm du sol. Chariot rétractable, catégorie 5. Gerbage en paletier. Positionnez-vous face au paletier, les roues bien droites. Immobilisez le chariot et levez les fourches en vérifiant qu'il soit bien horizontal. Approchez le chariot en contrôlant la base, avant l'insertion de la charge dans le paletier. Sortez le mât et engagez la charge à fond. Déposez la charge et entrez le mât à fond pour dégager les fourches. Contrôlez à l'arrière, reculez
et baisser les fourches. Dégerbage en paletier. Positionnez-vous face au paletier, les roues bien droites. Immobilisez le chariot, levez les fourches en vérifiant qu'elles soient bien horizontales. Approchez le chariot en contrôlant la base avant l'insertion des fourches. Sortez le mât et engagez les fourches à fond. Levez légèrement la charge, puis rentrez le mât à fond. Contrôlez à l'arrière, reculez et inclinez la charge vers l'arrière. Puis baissez la charge. Les vérifications périodiques des chariots automoteurs servant au levage des charges sont effectuées tous les 6 mois par un organisme habilité ou par une personne qualifiée, appartenant ou non à l'entreprise. Le contrôleur vérifie l'état général de fonctionnement et de conservation des appareils. Il doit fournir un rapport à l'employeur, reportant ses observations ainsi que les éventuelles modifications à effectuer. Il est rappelé qu'en application de la réglementation en vigueur, le chef d'établissement doit mettre à disposition des organismes de prévention compétents un rapport de vérification par chaque chariot, sur lesquels sont inscrits des dates de vérification générale périodique effectuées ainsi que la date des suites données aux observations. Une copie de ce rapport est conservée sur l'engin, lorsque celle-ci est utilisée sur un site extérieur. Des consignes d'utilisation établies d'après la notice d'instruction fournie par le constructeur ou le service d'entretien de l'entreprise doivent être effectuées à chaque engin. Si la notice d'instruction ou d'utilisation n'existe pas, le chef d'entreprise prendra l'initiative de rédiger les documents équivalents avec le recours éventuel d'organismes techniques compétents. S'il y a une anomalie est constatée, le constructeur de chariot doit la signaler à son responsable et le noter sur le carnet de maintenance du chariot. Les équipements de protection individuelle. Ces équipements doivent être remis gratuitement par l'employeur, conformément à l'article R4321-4 du Code du travail. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des EPI, article L. 1251-23 du Code du travail. Ces différents équipements seront utilisés en fonction des contraintes du site de travail. La surdité est une atteinte irréversible. Pour une journée de travail de 8 heures, on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 décibels. C'est pourquoi les équipements sont mis à disposition. Serre-tête anti-bruit, bouchons d'oreille formables, préformés, moulés, individuels. En fonction des travaux, du matériel utilisé et du temps d'utilisation, ils contribuent à atténuer le niveau sonore. À partir de 80 décibels, les PICB sont obligatoires. Je vous laisse regarder ce tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche pour de nouvelles vidéos.